Je suis maintenant à la page 16 du chapitre 16. Maintenant dans la section 4, le travail mécanique effectué par la force gravitationnelle. Donc un cas particulier, on avait fait dans la section 3 le travail mécanique effectué par une force, mais là on applique ça maintenant à la force gravitationnelle. Donc des explications initialement. Ce qu'on nous dit, si une masse, donc c'est la boîte en gris que j'ai ici, est déplacée sur une hauteur delta Y, peu importe ce qui l'a déplacé. Fait que dans le premier dessin, la boîte en bas ici, il y a quelque chose qui l'a monté en haut. Donc il y a sûrement une force qui a effectué ce travail-là. Mais ce qu'on recherche présentement, c'est le travail effectué par la force gravitationnelle. Parce que la force gravitationnelle, même si un être humain a pris la boîte et l'a soulevée jusque-là, la force gravitationnelle existait, puis elle a fait un travail sur l'objet. Si je veux calculer ce travail-là, je vais vous demander d'ajouter la première formule que vous avez au-dessus des trois, que vous avez dans le coin ici, parce que c'est la formule générale pour calculer le travail fait par une force, quand que ce travail-là, ce déplacement-là, s'effectue selon l'axe des Y. Donc, notre boîte se déplace selon l'axe des Y. Donc, au lieu de faire Fx fois delta X, on fait Fy fois delta Y. Donc, ça, c'est la loi de physique. Je l'applique sur la deuxième ligne que vous aviez, que j'ai mis en rouge, que l'année prochaine, je vais peut-être même effacer. Sur la deuxième ligne, j'applique cette loi-là générale au cas de la force gravitationnelle, donc le travail fait par la force gravitationnelle. Ben, mon Fy, ça se trouve être mon Fg selon Y fois delta Y. Évidemment, Fg selon Y, Fg toujours, si on place correctement notre système de coordonnées, Fg pointe toujours vers le sens contraire de l'axe Y. Donc, j'aurais pu écrire automatiquement là, la troisième ligne que j'ai ici à l'écran, de passer de ma loi de physique à cette ligne-là, dire que le travail fait par G, c'est moins Fg parce qu'il pointe dans le sens vers le bas, selon Y fois delta Y. Et il y a une loi supplémentaire de physique qui nous dit qu'à toutes les fois que je rencontre Fg, je peux remplacer ça par Mg. Et j'ai toujours mon signe moins en avant. Donc, ça nous donne une formule maintenant particulière pour la force gravitationnelle. Étudions les trois situations que vous avez en bas. Donc, la première que je parle depuis tout à l'heure, la boîte est ici, puis on la soulève jusqu'en haut. Le vecteur qui est ici, qu'on a appelé dans ce cas-ci delta R1, représente le déplacement. La boîte s'est déplacée de là à là. Fg existait, donc on peut se demander quel est le travail fait par la force gravitationnelle. Première sous-question, on pourrait demander quelle est la valeur du déplacement selon Y. Quel est le delta Y? Est-ce qu'il est plus grand ou plus petit que 0? Ma boîte est partie ici, puis elle est montée. Mais quand on monte un objet, le delta Y est supposé être plus grand que 0. Évidemment, si on n'est pas convaincu, on le fait avec des chiffres. On dit, je suis parti d'une hauteur 3 mètres, puis je le monte à une hauteur 10 mètres. Donc, final, 10 moins initial 3, 10 moins 3 fait 7. J'arrive à un delta Y plus grand que 0 quand on monte un objet. Maintenant, si j'applique ma loi de physique, le M est toujours positif, le G est toujours positif, puis j'ai un delta Y qui va être également positif. Donc, je multiplie 3 positifs, mais j'avais un moins en avant. Je vais arriver que le travail fait par Fg est négatif. Ce qui est logique par rapport au dessin, dans le sens que la boîte a été déplacée dans le sens contraire de Fg. D'ailleurs, comment ça fait qu'on va avoir quand même réussi à le déplacer? Ben, c'est là que je vous dis que ça nous prendrait une autre force, la force de l'être humain qui a fait ça. Puis dans le fond, ben, il a fait un travail équivalent pour lutter contre Fg, si on veut. Deuxième situation, la boîte est ici, et dans un premier cas, je la descends en bas ici. Je ne sais pas qui a fait ce travail-là, ça pourrait être un être humain, ça pourrait être juste Fg qui l'a fait descendre. Ça, c'était le vecteur de déplacement, Fg toujours dans le même sens. Mais là, je suis parti, mon final est à, exemple, Y égale 3 mètres, puis mon initial était à Y égale 10 mètres. Fait que quand on fait delta Y, le final, c'est 3, moins le initial 10, 3 moins 10 donne moins 7. Donc, descendre d'un objet implique un delta Y négatif. Donc, si je reviens dans ma formule générale, positif fois négatif, j'aurais des chiffres ici, j'arriverai à un chiffre négatif, mais il y a un moins avant, donc le moins fois le moins du négatif. Le travail fait par la force gravitationnelle dans cette situation-là est positif. Évidemment, le Fg dans le sens du déplacement. Troisième situation, maintenant, la boîte a été déplacée, a été descendue, mais en diagonale. Mon déplacement, c'est ce grand vecteur-là. Mais je suis quand même parti d'un Y initial, si on disait que c'était 10 mètres, je suis quand même arrivé à Y final égale 3 mètres, c'est une qui est sur le côté. Et ma loi de physique devrait quand même s'appliquer. Quelle est ma valeur de delta Y? Ben, j'ai descendu, même situation que tout à l'heure, j'ai un delta Y plus petit que 0. Et quand je calcule mon troisième travail fait pour cette troisième situation-là, positif fois le négatif, puis avec un moins en avant, ça va me donner encore un travail positif. Mais je vais prendre les mêmes valeurs numériques. Le M n'a pas changé même si j'étais en diagonale. Le G n'a pas changé même si j'étais en diagonale. Puis mon delta Y n'a pas changé même si j'étais en diagonale. Donc, le travail fait dans la troisième situation
par la force gravitationnelle est égal au travail fait dans la deuxième situation par la force gravitationnelle. Évidemment, si je les déplace en diagonale comme ça, il y a une autre force qui va avoir contribué. Mais ce n'est pas de cette force-là qu'on me demandait de calculer le travail présentement. Donc la dernière version qu'on a ici, ben, sans être une formule officielle de physique, mais c'est quand même une formule qu'on reconnaît souvent là, pour travailler, pour calculer le travail fait par la force gravitationnelle. Un exemple de ça, quoiqu'on ne le fera pas complet, je vous dis dans quelques instants pourquoi. On lance un projectile de 1,02 kg vers le haut, à partir d'un toit haut de 3 mètres, avec une vitesse initiale de 5 mètres par seconde formant un angle de 36,87 degrés au-dessus de l'horizontale. Quel sera le travail effectué par la force gravitationnelle lors de la montée, lors de la descente jusqu'au sol et lors du déplacement total? Relisons, identifions ce qu'on connaît, ce qu'on cherche. On lance un projectile de 1,2 kg. Donc 1,2 kg et c'est une masse. Vers le haut à partir d'un toit haut de 3 mètres. Donc à partir, c'est comme ma hauteur initiale. Donc j'ai une donnée ici qui s'appelle 3 mètres. J'ai appelé hauteur initiale, Y initiale. On continue à lire avec une vitesse initiale de 5 mètres par seconde. Donc j'ai un 5 mètres par seconde comme donnée. C'est une vitesse et c'est la vitesse initiale de mon projectile. Évidemment, il va changer de vitesse, il va accélérer quand il va descendre, il va ralentir en montant, etc. Formant un angle, puis cette vitesse-là, quand je le lance avec 5 mètres secondes, mon lancer forme un angle de 36,87 degrés au-dessus de l'horizontale. Donc, je vais identifier mon 36,87 degrés. C'est mon angle initial et c'est tout à l'heure sur le dessin, donc il va falloir que je montre correctement la situation. Quel sera le travail effectué par la force gravitationnelle lors de la montée, lors de la descente et lors du déplacement? Donc, on me demande 3 fois des travails en joules. Je l'ai écrit rien qu'une fois, puis je n'ai pas mis d'indice. Je vais pouvoir les séparer en temps et lieu. C'est une autre façon là, tout à fait cohérente de présenter les données du problème. Au niveau de la situation, j'ai du Y. Je vais avoir tendance à me dessiner Y, l'axe des Y et l'axe des X ici en bas. C'est un projectile. Hein? On le lance avec un certain angle. Il va avancer. C'est pour ça que les deux axes sont intéressants. Là. On va dessiner notre projectile justement. Donc, si on passe à travers nos données, la masse va être à quelque part ici. Là, mon objet central, masse. Y initial, à l'aide d'un genre de dessin où ce que je montre à la fois le sol puis le bâtiment, là, ben, je montre que j'étais soulevé de 3 mètres par rapport au sol. Donc ça, ce niveau-là, c'est mon Y initial qui est à 3 mètres par rapport au niveau du sol où ce que le projectile va tomber. Vitesse initiale, 5 mètres secondes avec un θ initial, un vecteur initial. On sait comment dessiner un vecteur vitesse, mais là, je le mets avec un angle de 36,87 au-dessus de l'horizontale. Donc, j'ai dessiné mon vecteur vitesse initiale, puis j'ai mon angle ici, là, dans le coin ici, c'est mon 36,87 justement, qu'on voit apparaître en bas ici, là, quand que je sélectionne mon vecteur. Donc, je viens de faire ces deux données-là. Puis on me demande le travail pour différentes situations, quand l'objet va monter, descendre au total. Il faudrait avoir une idée de la trajectoire. Bien évidemment, si vous lancez un projectile comme ça, il va monter puis avancer, puis il va se remettre à descendre. Donc, grosso modo, je l'ai dessiné comme ça. Il va atteindre un point élevé, il va commencer à redescendre, puis il va redescendre de plus en plus vite. Donc, ça, c'est vraiment mon objet situé dans l'espace là, à différents temps. Et ce qu'on me demande, dans le fond, c'est le travail fait lorsqu'il montait. Donc, lorsqu'il est passé de là à là. Fait que je me suis mis une cote ici, puis j'ai appelé ça WG1. C'est le premier travail qu'on me demande. On me demande aussi lors de la descente, c'est-à-dire quel est le travail fait par FG à partir de là jusque là. Donc, je me suis mis une deuxième cote qui couvrait ces deux positions-là. J'ai appelé ça le travail 2. Et on me demande aussi le travail lors du déplacement total. Donc là, quel est le travail fait par FG au complet quand je suis parti d'ici et que je me suis rendu jusque-là. La façon que j'ai réussi à le montrer qu'il y avait eu vraiment une trajectoire. J'ai pas mis une cote qui partait de là puis qui allait là, parce qu'on aurait pu penser qu'il passait direct, mais j'ai essayé de montrer qu'il avait monté puis redescendu, puis ça c'est le travail total que je dois faire. Bon, on me dit, par la force gravitationnelle, j'ai probablement, même si je n'avais pas de données, ajouté la force gravitationnelle sur mon dessin. On va le résoudre en partie. Évidemment, en premier lieu, je cherche du travail. Je vais aller chercher la loi de physique générale qui me permet de calculer du travail. FG est selon Y, ne travaille pas du tout selon X, donc je vais faire un calcul de travail pour un déplacement 1D selon Y. Là, quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais c'est pas un déplacement 1D selon Y, il se déplace en 2 dimensions, il ne fait pas juste se déplacer sur l'axe des Y. C'est vrai, il se déplace également sur l'axe des X, mais FG n'effectue pas de travail dans l'autre sens. On l'a déjà vu quand on calculait des travails faits par des forces perpendiculaires, on déplaçait un objet en X, puis on calculait le travail fait par FG ou par la normale, puis on arrivait toujours à 0.
Donc oui, c'est vrai, FG, je pourrais calculer le travail qu'elle a fait en Y puis en X, mais son travail qu'elle a fait en X, il est égal à 0. Donc je vais calculer juste son travail qui est fait selon l'axe des Y. Donc la formule générale pour une force quelconque qui travaille selon Y, ben, ça va être c'est égal à la force, la valeur de la force selon Y, puis fois delta Y. Je l'applique à la force gravitationnelle, j'appelle ça WG. Mon F selon Y, ben, c'est la valeur de FG, mais en tenant compte de l'axe Y. Donc je l'appelle moins FG, sa valeur c'est moins FG. Et delta Y reste là. Puis on a vu qu'FG, ben, on avait notre loi de physique qui nous permet de remplacer ça par mg. Donc c'est cette formule-là, que je me suis mis un point d'interruption I ici, que je vais appliquer à mes différentes situations. Donc pour la première situation, donc mon équation I pour la montée, ben, je l'ai appelée travail 1 est égal à moins mg, ça ne change pas, mais c'est le delta Y1. Okay? Et c'est là que je fais une interruption. Pour calculer le delta Y1, il y a deux façons de le faire. Soit qu'on fait appel à la cinématique, connaissant une vitesse initiale, puis un angle, puis c'est un projectile 2D. Il y a des équations de physique qui s'appliquent exactement à cette situation-là. C'est le chapitre 3, cinématique en 2 dimensions, qui inclut les projectiles, qu'on n'a pas fait pour certains groupes. Donc, c'est possible qu'on ne soit pas capable de calculer delta Y1. Il y aurait une autre solution aussi, c'est de décomposer, comme on a fait depuis le début de l'année, dire ce vecteur-là, je le remplace à la fois par un vecteur vitesse selon Y, puis un vecteur vitesse selon X. C'est la somme de ces deux vecteurs-là qui me donnerait mon vecteur original. Et là, je pourrais utiliser le vecteur vitesse selon Y en une dimension, donc ça c'est du chapitre 2, dire l'objet a monté puis a descendu. Ça serait comme dire que l'objet a fait deux affaires en même temps, il y a une trajectoire de montée et de descente, plus la trajectoire en X, mais là je ne m'occupe pas de la trajectoire en X parce que, comme on a dit, on travaille selon Y. Okay. Fait qu'il serait possible de décomposer ce problème-là en deux parties et d'utiliser des équations du chapitre 2 pour calculer delta Y1. Ce qu'on ne fera pas présentement. Tout ce que je vais vous demander, c'est de me dire est-ce que delta Y1 est positif ou négatif. Ben, c'est une montée. On a vu que delta Y1 serait positif. Donc une valeur inconnue pour l'instant, plus quelque chose, pour dire que le travail, finalement, si je multiplie 3 chiffres positifs, je vais arriver à moins quelque chose. Je pourrais faire la même chose pour la descente. Donc je vais avoir moins mg. La difficulté, c'est de calculer le delta Y2, la distance entre ici et ici. Soit qu'on prend le chapitre 2 en décomposant le problème, soit qu'on prend les équations d'un projectile du chapitre 3, ça serait faisable. Je vais arriver à moins mg, mais le delta Y2, c'est une valeur négative, comme on a vu en haut. Donc moins, ça va me donner une valeur positive. Autre remarque, ça, le travail 2, serait plus grand que le travail 1, parce que mon delta Y en valeur absolue, il est plus grand. Là. Il y a plus de distance entre ici et ici que entre ici et ici. Donc, le 2 serait plus grand que le 1. Petite remarque à mettre à côté. Même si c'est en rouge, cette fois-ci, je vais vous demander de la mettre de façon obligatoire. Et finalement, je pourrais calculer le travail pour le déplacement total. J'ai deux façons de le calculer. Mais quand je veux calculer le travail total, je pourrais calculer tous les travails intermédiaires qui ont été faits. Là. Donc, je pourrais faire tout simplement le premier travail plus le deuxième travail. Puis, tenant compte de la parenthèse qu'on a mis ici, que lui est positif, que lui est négatif, selon ce qu'on a calculé, mais que ce positif-là, en valeur absolue, est plus grand que l'autre, ça veut dire que j'ai plus que j'ai de moins, ben, je finirai avec un travail positif. Okay. Je n'ai pas des vrais chiffres, mais je suis capable de faire ces raisonnements-là. J'aurais pu le calculer carrément à partir des deux chiffres que j'ai là. Une troisième façon de le calculer, ça serait de prendre, un peu comme on a fait les deux premières fois, dire mg, puis fois le delta y, mais maintenant c'est l'équivalent du delta y total, donc vraiment le delta y entre le début et la fin. Donc le delta y qui serait négatif, parce qu'évidemment de là à là, l'objet a descendu, et ça me donnerait la même valeur. Là. Moins par moins me donne un positif, et j'aurais le même chiffre, les trois petits points ici et les trois petits points là, ce serait le même chiffre, c'est deux façons de calculer. Donc on comprend bien que mon delta y1, c'était la cote ici, entre ici et ici. Le delta y2, c'était la descente, donc cote qui correspond de en haut jusqu'en bas. Et mon delta y final, que j'ai pris dans la dernière ligne de calcul, ben c'est la distance entre ici et ici. Okay? Donc cette fois-ci, ma cote, elle ne fait pas comme tout à l'heure le tour. C'est vraiment à part d'ici pour dire que ça c'était le début, puis ça c'était la fin. Okay? Donc une façon un petit peu différente de calculer le delta y, mais c'est possible, c'est très, très facile. Ben, ça serait avec les bonnes équations trouvables, le delta y, ben, que tu fasses les deux dernières lignes, il faut que tu arrives au même chiffre. Là.
si on mettrait des valeurs numériques dans ce problème-là.